Tribune, c'est le premier orateur de ce meeting avant Marine Le Pen. Il va venir justifier et expliquer son choix de ralliement. On l'entend, largement salué par la salle des militants. Front National, bien évidemment, un public largement acquis. On va écouter son discours à présent. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons à Villepinte rendez-vous avec l'histoire, avec l'histoire de France, avec la grande histoire de France, celle d'un peuple libre, d'un peuple fort, d'un peuple juste. Dimanche, les Français devront choisir leur destin. Jamais, depuis la fondation de la Ve République, un second tour n'aura été aussi décisif pour notre avenir. Jamais un second tour n'aura été aussi important pour la vie de tous les jours de chaque Française, de chaque Français. La question est simple. Allons-nous vraiment continuer 5 ans de plus avec ceux qui depuis 20 ans ont enchaîné notre pays, ont abîmé notre société et ont tant fait souffrir les Français? Oui, la question est simple. Allons-nous enfin reprendre notre destin en main? Car ne vous trompez pas, élire Emmanuel Macron, ce François Hollande junior, immature. Élire Emmanuel Macron, ce François Hollande junior, immature et agité, reviendrait à enfermer définitivement la France dans la prison de l'Union européenne. Une Union européenne qui n'a rien à voir avec la belle Europe que nous voulons construire, celle des nations libres et des projets concrets. Vous le savez, élire Emmanuel Macron, c'est soumettre notre pays aux puissances d'argent et c'est se résigner à la pire régression sociale depuis la libération. Élire Emmanuel Macron, c'est dire adieu à nos valeurs, à nos terroirs, à notre identité, à la culture française dont il ne reconnaît d'ailleurs même pas l'existence. Enfin, élire Emmanuel Macron, vous le sentez bien, c'est mettre le doigt dans l'engrenage d'une fausse démocratie où le pouvoir du peuple est confisqué par celui des lobbies et des commissaires européens. Alors oui, entre la finance et la France, il faut choisir. Je n'aurais jamais pu me regarder dans le miroir de l'histoire de France s'il avait manqué une seule voix pour gagner dimanche. J'ai donc... Attendez la suite. Attendez la suite. Attendez la suite. Vous ne savez pas encore la réponse. Est-ce que vous connaissez la réponse? J'ai donc choisi la France, j'ai choisi Marine. J'ai fait ce choix en conscience. Je l'ai fait en pensant d'abord aux larmes des ouvriers dont les usines ont été délocalisées. Je l'ai fait. Soyez un peu plus sage.
Je l'ai fait en souvenir, oui, en souvenir de la douleur des enfants d'une agricultrice que je connaissais, qui s'était pendue dans sa grange. Je l'ai fait pour ces commerçants, ces artisans, étouffés de charges et d'impôts, obligés de mettre la clé sous la porte pour payer le RSI. Je l'ai fait pour ces femmes qui rentrent le soir après une journée de travail harassante dans les transports et qui rentrent dans leur cité la peur au ventre. Je l'ai fait pour ces jeunes talents, nos enfants, obligés de quitter leur patrie, leur famille, pour trouver du travail à l'étranger. Car derrière les mauvaises décisions de ceux qui nous ont gouvernés depuis 20 ans, il y a la peine, il y a la douleur, il y a les drames des femmes et des hommes de notre nation. Alors oui, toute ma vie politique, avant chaque décision importante, je me suis posé une seule question, la seule que devrait se poser chaque Française et chaque Français dimanche. Est-ce bon pour la France? Au lendemain du premier tour, je ne pouvais pas me dérober vis-à-vis des près de 2 millions de Français qui m'avaient fait confiance au premier tour. Je ne le pouvais pas tout simplement, car les Français dans l'isoloir ne le pourront pas. Il leur faudra bien choisir, non pas entre deux partis, mais entre deux personnalités, deux projets, deux destinées pour le pays radicalement différentes. Alors bien sûr, il y a les peureux, les trouillards, qui hésitent, qui tergiversent, qui fuient comme des généraux, abandonnant leurs soldats sur le champ de bataille devant les ennemis. Il y a aussi, vous les connaissez bien depuis si longtemps, les traîtres, comme les dirigeants des Républicains, qui après avoir tant combattu et critiqué Emmanuel Macron, se sont couchés devant lui à 20h15 dimanche dernier. Je n'imagine pas un instant Philippe Séguin ou Charles Pasqua trahir à ce point des millions d'électeurs pour sauver leur peau plutôt que sauver la France. Alors oui, je suis fier de mon choix. Merci d'ailleurs aux Français de tous horizons qui depuis vendredi me félicitent pour ce geste d'union des patriotes et des républicains. Mais la violence des insultes, les menaces d'une minorité de petits fascistes gauchistes de la pensée unique me confortent aussi dans mon choix. À court d'arguments, devant l'échec de leur politique, le ridicule de leur coalition, de Jean-Pierre Raffarin à Édith Cresson en passant par Robert Hue, ils en sont réduits à me salir, mais venant d'eux, c'est un honneur. Monsieur Macron, d'ailleurs, ne peut pas imaginer que l'on se batte juste pour des idées, puisqu'il n'en a aucune. En vérité, ma chère Marine, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de notre sincérité, de votre sincérité. Ils sont jaloux de notre cohérence, de votre cohérence. Ils sont jaloux de notre énergie positive, de votre énergie positive. Ils sont d'autant plus furieux que désormais, c'en est définitivement fini du piège mitterrandien de la division des patriotes. Depuis tant d'années, une minorité socialiste se maintient au pouvoir et impose à une majorité de Français une politique qu'ils refusent au fond d'eux-mêmes. La réconciliation aujourd'hui, à Villepinte, de tous ceux qui croient en la France est amorcée. C'est ça le geste. Une réconciliation ne veut pas dire une fusion, car nos différences sont notre richesse au service d'un même idéal.
Et en étant ici parmi vous, je le dis franchement, je ne renonce en rien à ce que j'ai dit, à ce que j'ai fait, à ce que je suis. Gaulliste, humaniste, républicain. Mon grand-père était l'un des premiers aviateurs de la Grande Guerre. Il risquait sa peau à chaque vol. Mes parents ont combattu et étaient des Français exemplaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils m'ont appris à toujours faire passer l'intérêt national avant son intérêt personnel. Ils m'ont appris à ne jamais transiger sur nos valeurs nationales et républicaines, le respect de la dignité humaine, la volonté de rassembler les Français, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Ce sont ces valeurs que porte et que continuera à porter Debout la France, mon mouvement politique. Un parti indépendant et qui le restera, construit pas à pas dans l'épreuve, après mon départ de l'UMP en 2007, lorsqu'avec les socialistes, le gouvernement de l'époque a trahi au Parlement le vote du peuple, le vôtre, le nôtre, au référendum de 2005. J'appelle d'ailleurs les républicains, mais aussi tous les autres qui ne veulent pas devenir socialistes, à l'image de leurs petits chefs qui soutiennent Emmanuel Macron, à nous rejoindre. Oui, la vie politique est diverse, et c'est justement l'addition de ces différences qui fait la force aujourd'hui de notre dialogue patriote et républicain. L'échange que j'ai pu nouer avec Marine pour enrichir le projet présidentiel est la preuve de sa capacité à devenir une grande présidente de rassemblement. Je suis aussi ému et conscient de la grande responsabilité qu'elle a décidé de me confier une fois élue. Et je le dis aux Français qui nous regardent, nous sommes désormais unis, non pas seulement pour gagner, mais pour gouverner et pour bien gouverner au service de tous les Français. Car oui, nous allons gagner, nous allons gagner. Car oui, grâce à vous, on va gagner. Oui, l'enjeu de dimanche, l'enjeu de 2017, c'est de sauver la France, de la reconstruire patiemment, avec sérieux, mesure, calme et détermination. Le devoir du Premier ministre sera d'additionner les personnalités sincères qui veulent nous rejoindre, de démultiplier les énergies pour redresser en profondeur notre pays. Ma méthode, se concentrer sur les enjeux essentiels pour s'attaquer enfin aux racines des problèmes qui n'ont pas été traités depuis 20 ans dans notre pays. Alors oui, il faudra en priorité libérer nos TPE, nos PME, nos artisans, nos indépendants du poids des charges pour relancer l'emploi. Il faudra en priorité baisser les impôts pour augmenter le pouvoir d'achat des Français et notamment des retraités. Il faudra remettre en marche l'ascenseur social par la récompense du mérite, de l'effort, à l'école comme au travail. Il faudra projeter la France dans le XXIe siècle en investissant massivement dans la recherche. Il faudra restaurer l'État régalien pour contrôler nos frontières et soutenir nos policiers et nos gendarmes. Bien évidemment, tout cela ne sera possible qu'en retrouvant notre belle indépendance nationale. Tout cela
ne sera possible qu'en se libérant de cette prison, de cette mauvaise Union européenne, pour rebâtir la seule Europe qui peut marcher, celle de nations libres qui coopèrent entre elles sur des projets très concrets. Alors oui, dans l'esprit de celle d'Ariane, d'Airbus, d'Erasmus, il y a tant de domaines d'avenir où nous pouvons travailler en toute liberté avec nos amis italiens, allemands, espagnols ou anglais. Je pense notamment à la lutte contre le cancer, à la maladie d'Alzheimer, je pense à la transition énergétique, à la voiture de demain, ou encore aux grands défis du développement de l'Afrique sans lequel nous ne pourrons pas maîtriser nos flux migratoires. Alors oui, pour conclure, la France est une grande nation qui va réveiller pour le meilleur les peuples d'Europe. Une grande nation qui va à nouveau parler d'une voix forte et libre au monde entier. Marine, les Français sont impatients de nous voir au travail. Dimanche, chaque Français, avec son petit bulletin de vote, aura dans sa main, l'avenir de nos enfants. Ne l'oubliez jamais. Françaises, Français, dites non à cette France low cost, à cette France soumise, à cette France du conflit d'intérêts permanent, à cette France de la souffrance collective. Dites non à la petite France d'Emmanuel Macron. Françaises, Français, dites oui à la grandeur de la France. Dites oui à la France libre. Dites oui à la France forte. Dites oui à la France juste que nous voulons avec Marine rendre aux Français. Dimanche, grâce à vous tous, ensemble, la France sera à nouveau debout. Vive la République, vive la France! D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. 12h20, vous êtes en direct sur BFM TV, vous venez de suivre le quart d'heure d'intervention de Nicolas Dupont-Aignan avant l'intervention de Marine Le Pen que nous suivrons également en direct. Apolline de Malherbe, vous êtes à Villepinte pour BFM TV. Pour ceux qui avaient des doutes sur la motivation de Nicolas Dupont-Aignan à rejoindre Marine Le Pen, ils sont désormais clairement fixés. Ah oui, il est là et pleinement là. Alors il a eu beau, pendant son discours, dire qu'il restait indépendant, que son parti, Debout la France, Debout la République, qu'il a fait évoluer au fur et à mesure des années, a-t-il dit, eh bien que ce parti restait indépendant. On se demande quand même un peu lequel des deux va être croqué. Et a priori, c'est quand même Nicolas Dupont-Aignan qui est là pour, évidemment, mettre en valeur Marine Le Pen. Marine Le Pen, dont il a pris soin de ne jamais dire le nom de famille. Il n'a parlé que de Marine, de ne jamais évoquer le Front National. Non, non, ici on ne parle que de l'alliance avec Marine et de l'alliance avec la France. C'est ça ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan, qui a été très largement applaudi par les militants Front National dans la salle, qui ont même crié à plusieurs reprises « Nicolas, Nicolas ». La greffe prend donc pour Nicolas Dupont-Aignan, qui a dit à quel point il était honoré d'avoir été choisi et de la responsabilité que voudrait lui donner Marine Le Pen si elle est élue, faire de lui son Premier ministre. Mais on se demande malgré tout comment est-ce qu'il va pouvoir élargir au-delà, puisque depuis ce matin, le mot d'ordre ici, c'est de dire que Nicolas Dupont-Aignan, c'est le grand rassemblement. Il n'a tout de même fait que moins de 5%. C'est évident. Il va donc devoir élargir davantage s'il le souhaite. Ce matin, le directeur de campagne de Marine Le Pen, David Rachlin, disait à notre micro que, eh bien, ils espèrent d'autres bonnes volontés, dit-il. On pense évidemment à des clins d'œil peut-être en direction de Christine Boutin ou d'Henri Guénaud, qui tous deux ont gardé un certain flou sur leur vote du deuxième tour, pour ne pas dire ont carrément appelé à voter Marine Le Pen. Mais ici, on dit que, eh bien, on gardera l'identité de Marine Le Pen. Vous l'entendez derrière moi, c'est le clip de campagne de Marine Le Pen qui fait la transition entre Nicolas Dupont-Aignan et
son discours à elle, la salle qui applaudit puisque c'est Marine Le Pen qui arrive maintenant pour faire son discours. Apolline de Malherbe et la salle qui scande le nom de son leader, des milliers de militants Front National qui sont donc là pour entendre la candidate Front National. Qui nous écoutez, mon cher Nicolas, avec tes compagnons de Debout la France, tu as fait le choix d'apporter ton soutien à la candidature patriote que j'ai l'honneur de porter dans cette élection présidentielle si importante, si décisive, puisqu'elle va décider du sort de notre pays pour 5 ans et en réalité, nous le savons bien davantage. Je tenais, amis et désormais camarades de combat de Debout la France, à vous adresser ma profonde gratitude pour cet engagement qui témoigne non seulement de votre courage, mais également de votre sens du devoir, au moment où le pays est invité à faire un choix historique, peut-être irrémédiable, un choix de civilisation. Mes remerciements vont également à une grande dame de la politique, Marie-France Garot, qui m'a fait le grand honneur de son soutien, à mesdames Boutin et Ostalier pour leur courageuse position publique. Mes remerciements vont aussi à monsieur Bruno Nort, présent ici, qui nous témoigne du soutien du plus vieux parti politique de France, le CNIP, le Centre national des indépendants et paysans. Vous avez choisi la France. Et pour reprendre le mot du général de Gaulle dans un message diffusé le 2 juillet 1940, vous avez fait un de ces choix qui font passer la France avant la cause de l'orgueil, de la terreur ou des intérêts. Ce geste de soutien me va droit au cœur. Ainsi, les patriotes issus de traditions différentes peuvent enfin voir leurs forces se grouper pour la défense du pays et de nos valeurs de civilisation. Nous formons désormais la grande alliance patriote et républicaine. Qui se donne comme socle fondateur, comme raison d'être et d'agir, comme but, la défense de la nation et la cause du peuple. Dans cette alliance durable, Debout la France conserve son identité et son entière indépendance. Et je m'en réjouis, une identité qui, par ses qualités propres, nous permet de faire porter encore plus fort et plus loin le message de la patrie et de la République. C'est ensemble et c'est différent que nous serons plus forts. Ce qui caractérise votre engagement et tout votre parcours politique, chacun le sait, mes chers amis de Debout la France, c'est votre esprit de liberté. Comment vous en ferais-je le reproche? Moi qui suis faite du même bois et qui vois dans les esprits libres les éclaireurs de ce monde et dans les hommes courageux la nouvelle équipe dont le pays a besoin, tout particulièrement en ces circonstances. Cette campagne, nous allons la mener ensemble,
d'un seul cœur, d'un seul élan, d'un seul enthousiasme. Pour cette élection, nos militants vont se retrouver sur le terrain pour allier leur énergie et remporter la victoire qui ne sera pas tant la nôtre que celle de la France. Élue présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre. Il conduira l'action gouvernementale pour le redressement de la France, l'action d'un gouvernement resserré dans lequel les ministres seront choisis pour leurs compétences et leur volonté de servir la nation et sur aucun autre critère. J'ai fait cette annonce parce que je veux la clarté, la transparence. Mon adversaire n'ose pas dire qui il nommera. Sans doute pour ne pas effrayer les Français. Imaginez que les Français apprennent que Laurence Parisot est bien confirmée à ce poste. Imaginez le désastre électoral que cette annonce ferait pour M. Macron. Eh bien, je lui demande une fois encore de nous dire la vérité et de dire à quelle sauce il veut manger les Français. Qui sera son Premier ministre? Combien de députés socialistes sortants seront investis par son mouvement aux législatives? Le gouvernement sera un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement qui agira avec pour unique boussole l'intérêt national, pour guide la volonté du peuple, pour objectif la prospérité et la grandeur du pays. Notre gouvernement ne sera pas le gouvernement de la continuité, mais celui du changement. Notre gouvernement ne sera pas le gouvernement des ambitions, mais des convictions. Notre gouvernement ne sera pas le gouvernement de la parole, mais de l'action. Surtout, notre gouvernement ne sera pas le gouvernement de la caste, mais de tous les Français, sans aucune distinction, sans aucune restriction. J'ai dit que je serais la présidente de tous les Français. Je demanderai à mon gouvernement de gouverner pour tous les Français. Ce sera un gouvernement pour vous, qui travaillera avec vous, avec transparence et éthique. Cette grande alliance qui s'est nouée pour la France, ce regroupement de formations patriotes et républicaines de France dérange. C'est bon signe. Le système... Vous l'avez vu, le système pâlit et gémit d'ailleurs. Lui qui croyait pouvoir se succéder en passant en mode furtif avec un candidat tellement embrumé que même le pape ne parvient pas à percevoir son message. Ce système déchante. Ce système qui croyait pouvoir prospérer sur l'apathie des électeurs pour installer tranquillement son candidat de synthèse dans le fauteuil élyséen panique. Le pouvoir médiatique qui pensait obtenir la résignation de l'opinion dans une élection présentée comme jouée d'avance s'agite. Dans notre démocratie française, une élection présidentielle peut avoir lieu, certes. Mais attention, le gagnant doit être désigné par avance. Rappelez-vous la liste des présidents de droit divin. Juppé, il était imbattable. Fillon, gagnant de la primaire, il était déjà intronisé. Et Macron, qualifié au second tour. Il était déjà tellement élu
qu'il a cru que le second tour serait une balade de santé qu'il effectuerait dans une voiture à gyrophare, entourée de motards brûlant les feux rouges, après avoir fêté sa victoire à la Rotonde avec la gauche caviar et les anciennes gloires du showbiz moralisateur. Et pourtant, le candidat du système patine. Les grands prêtres de la bien-pensance se voient contraints depuis quelques jours de se livrer à des incantations magiques, à exécuter des danses rituelles, à procéder à des cérémonies d'exorcisme et, à défaut de résultats probants, à lancer des fatwas. Pour ne pas déjouer le résultat programmé par la caste, une double règle a été édictée. Une double règle que les médias, chiens de berger du troupeau électoral, ont la charge de faire respecter à la lettre. Grand 1. Il est anormal de ne pas appeler à voter pour le candidat du système. Monsieur Mélenchon a fait les frais d'ailleurs de cette injonction pour avoir laissé la liberté de vote à ses électeurs. Grand 2. Il est interdit, sous peine d'excommunication médiatique, d'appeler à voter pour un candidat de second tour si ce n'est pas celui du système. Comme l'a fait Nicolas Dupont-Aignan, je vous appelle, chers compatriotes épris de démocratie, qui souhaitez une si nécessaire alternance à faire le choix de la liberté, le choix de votre liberté. Tant pis si l'oligarchie, inquiète pour ses avantages et privilèges, se débat comme un poisson jeté sur le rivage. Tant pis pour les grincheux, leur confort ne pèse rien par rapport à l'intérêt national et le bien commun. Dans cette élection, vous le voyez bien, le système veut vous imposer son candidat. François Hollande veut vous imposer son poulain. Et le fantomatique M. Fillon, son nouveau meilleur ami, qu'il dénommait il y a peu Emmanuel Hollande. Alors notre rôle, c'est aussi de dire la vérité aux Français. M. Macron, c'est le candidat de la continuité. D'une continuité morbide, dont le chemin est parsemé des cadavres des emplois délocalisés, des ruines des entreprises en faillite et du trou sans fond des déficits et de la dette. M. Macron est soutenu tous les jours par M. Hollande, qui ne cesse d'appeler à voter pour lui, parfois plusieurs fois par jour. M. Macron, je vous le dis, est le candidat sortant. Depuis le mois de décembre, les Français pensaient s'être débarrassés de François Hollande. Ce président si détesté du peuple français, ce président qui a mis la France en échec, ce président qui n'a jamais présidé pour le peuple. Il l'avait vu partir par la porte et le voici qui revient par la fenêtre. Chaque jour, il vient pour nous inonder de ces messages politiciens d'un niveau si bas qu'on se demande jusqu'où pourra-t-il tomber dans l'indignité. Alors, la réalité, elle est simple, elle est claire. Emmanuel Macron, c'est François Hollande qui veut rester et qui s'accroche au pouvoir comme une bernique. Emmanuel Macron, c'est François Hollande qui continuera d'inspirer la politique du pays. Eh bien, ce candidat sortant, nous allons le sortir. Tout dans le projet de mon adversaire heurte notre devise liberté, égalité, fraternité. Le projet Macron porte atteinte à la liberté. M. Macron, c'est une conception radicale, extrémiste de l'Union européenne, qui ne se conçoit qu'en rabaissant la France, qu'en la diluant,
qu'en la soumettant à la chancelière allemande, qu'en la livrant à la submersion migratoire, qu'en l'abandonnant au vent mauvais de la mondialisation sauvage, à ses brusqueries, aux traités commerciaux qui font perdre la France, avec la perspective quasiment admise de la faire disparaître. Monsieur Macron, c'est la négation de la démocratie par le recours brutal aux ordonnances, c'est-à-dire un 49.3 renforcé, érigé en mode normal d'adoption des lois et notamment des lois du travail. C'est la volonté d'accélérer la politique du pire, déjà mise en œuvre sous François Hollande avec la loi El Khomri puissance 1000. Synonyme de précarisation généralisée des salariés et d'appauvrissement des plus fragiles. Monsieur Macron, c'est une France où l'insécurité sera générale, où le laxisme, la culture de l'excuse et donc la criminalité et la délinquance continueront de pourrir la vie des honnêtes gens. Une France où le terrorisme, vous savez ce qu'il appelle un impondérable, sera un fléau auquel les Français seront priés de s'habituer, pour reprendre les mots de Manuel Valls. Monsieur Macron, c'est le communautarisme. Et donc, avec la pression islamiste, les restrictions aux libertés des femmes, le refus de certains enseignements ou par exemple, comme récemment dans cette école du 92, le refus de visite de la cathédrale de Paris. M. Macron, c'est celui qui s'affiche fièrement avec M. Raffarin, le Premier ministre qui renia le référendum de 2005 au mépris de la liberté du peuple. Contraire à la liberté, le projet Macron va à l'encontre de l'égalité. Il ne peut y avoir d'égalité pour les Français dans le projet Macron puisque sa philosophie, c'est en marche ou crève. C'est en marche vers plus de mondialisation, de délocalisation, de misère, de chômage, de précarité, de concurrence déloyale, d'ubérisation, de traités léonins comme le TAFTA et le CETA qui organisent la domination des grands groupes sur les petites entreprises et même sur les États. C'est en marche vers la déréglementation de toutes les professions, où demain tout le monde pourra se déclarer taxi, avocat, pharmacien, notaire, hôtelier, huissier, professeur, au risque d'anéantir ces professions et de livrer les consommateurs ou les administrés sans protection à des charlatans. C'est un projet qui laisse souffrir sur le bord du chemin les petits et tous ceux qui ont l'outrecuidance de ne pas accepter de voir leurs emplois partir en Pologne, de refuser la perspective de travailler pour 400 € par mois, de ne pas vouloir travailler jusqu'à 67 voire 70 ans. Évidemment, c'est le projet qui tuera les petites entreprises pour laisser prospérer et dominer les grands groupes. Parce que M. Macron propose aux salariés du Whirlpool des formations en attendant l'arrivée des nouveaux emplois. Il omet de préciser que dans son modèle économique, les entreprises ne s'installeront en France qu'en payant des salaires au niveau de la Pologne, soit 4 € de l'heure. Le projet de M. Macron organise la concurrence déloyale des travailleurs français, non seulement avec les salariés esclaves des pays du tiers-monde, mais également sur le marché français avec le recours à des travailleurs détachés. Vous voyez ? La concurrence déloyale internationale la plus brutale se double alors de la concurrence déloyale nationale sur notre territoire. La grande guerre économique du tous contre tous sera lancée au bénéfice quand même de quelques-uns. C'est un projet qui verrouille l'interdiction pour la France d'aider nos entreprises, comme le bon sens et la morale le commandent pour favoriser l'emploi français. C'est un projet qui prévoit de la discrimination positive pour les uns et donc de la discrimination négative pour les autres. C'est un projet qui prévoit la submersion migratoire de la France avec la mission donnée à la chancelière immigrationniste Madame Merkel de l'organiser sous la menace de sanctions financières exorbitantes infligées aux pays qui s'y refuserait par la Commission européenne. Enfin, M. Macron tourne le dos à la fraternité française.
quand il exalte les communautarismes, parlant ici aux Comoriens, là aux Algériens, quand il se réjouit que certains quartiers soient devenus inaccessibles, quand il participe à la diffamation de l'histoire glorieuse de notre pays, quand il s'accommode d'une société à deux vitesses, la caste et les autres, d'une santé à deux vitesses, quand il projette des réductions des services publics, notamment en zone rurale, la disparition de la plupart des communes par fusion obligatoire, et quand il envisage la disparition de 25% des départements. Je vous le dis, restez libres. Je vous appelle à la lucidité et au sursaut national. Ne donnez pas une voix à Monsieur Macron. Ne prolongez pas ce quinquennat indigne en vous laissant abusivement culpabiliser. Ne prolongez pas les souffrances d'un pays et d'un peuple qui n'en peuvent plus. Ne prolongez pas le règne de gens qui ne veulent du pouvoir que pour en jouir, que pour se partager les prébendes sur la misère du peuple, que pour s'enrichir sur le travail des autres. N'acceptez pas un projet qui détruira ce qui fait notre pays. Platon utilisait cette sentence toujours d'actualité. On peut aisément pardonner à un enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Et Sénèque ajoutait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Beaucoup d'électeurs commencent à ouvrir les yeux sur M. Macron. Le masque tombe. Le winner autoproclamé, le fêtard de la rotonde, commence à perdre de sa superbe. Le gendre idéal délaisse son sourire pour un rictus. La bienfaisance dont il a fait un slogan marketing craque devant l'arrogance et l'intolérance. Ses soutiens sombres dans l'invective et l'ordurier. Au fil des interviews, le message concoté par des communicants se brouille, ou plutôt révèle le vrai Macron. Celui qui prétend incarner le renouveau s'avère l'homme clé du quinquennat Hollande, un conseiller du président lors de l'affaire Leonarda, père de la loi El Khomri, dont il n'a même pas osé assumer la paternité, mais dont il nous promet une suite 1000 fois plus venimeuse. Aujourd'hui, M. Hollande, qu'on entend davantage que le candidat gouvernemental, fait office de directeur de campagne. Et M. Valls sort de son terrier politique pour jouer les rabatteurs en chef. Il ne suffit pas de dire, que dis-je, de vociférer le mot nouveau 4 fois par phrase pour incarner la nouveauté. Celui qui prétend recomposer la vie politique n'est que l'image d'un système qui s'écroule sur lui-même. Comme Hillary Clinton avant lui, la liste de ses soutiens en témoigne. On a les has-beens de la vie politique, Valls, Bayrou, El Khomri, Lepage, Cohn-Bendit, Delanoë, Attali, celui qui considère la mise à mort professionnelle des salariés de Whirlpool comme une anecdote, les never-been, comme Bernard-Henri Lévy, Parisot, Gattaz ou Bernard Tapie, tiens. Bernard Tapie qui fait son grand retour, et puis les milliardaires, Drahi, Berger, Bolloré, Niel, qui contrôlent les médias et les communications. Alors je vous épargnerai les journalistes, nous y passerions la nuit, mais vu leur hostilité décomplexée, on va peut-être même gagner grâce à eux. Voilà. Je citerai quand même les dirigeants des plus grands groupes immobiliers. Didier Casse et Jean-Pierre Levade, Bouygues. Benjamin Griveaux, vous savez, son porte-parole, Unibail,
Rodamco, Henri Armand, le généreux mécène de M. Macron. Hollande, pas très loin d'ici, c'était au Bourget, disait en 2012 « Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature, il ne sera jamais élu et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. » Eh bien, aujourd'hui, l'adversaire du peuple français, c'est toujours le monde de la finance. Mais cette fois, il a un nom, il a un visage, il a un parti et il présente sa candidature et tous rêvent de le voir élu. Il s'appelle Emmanuel Macron. D'ailleurs, jamais la finance n'a si bien déployé ses tentacules que sous le quinquennat Macron-Hollande. C'est si vrai que les spéculateurs boursiers ont salué avec un bond de 4% le premier tour de M. Macron. Mais il faut dire que c'est M. Macron qui a fait capoter la loi de séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, permettant à la finance de continuer à jouer au casino avec l'épargne des Français. Eh bien, ce genre de service se paye. M. Macron a adopté pour slogan « Ensemble la France ». Il eût été plus franc de dire « Ensemble la finance ». Eh bien, avec moi, le monde de la finance, non seulement ne s'emparera pas de l'Élysée, mais cessera de gouverner. Le 7 mai, je vous appelle à faire barrage à la finance, à l'arrogance, à l'argent roi. Qu'on s'entende bien. Mes amis, je ne confonds pas le monde de la finance et l'entreprise. La finance spécule quand l'entreprise produit. La finance détruit les emplois quand l'entreprise les crée. L'entreprise génère de la richesse quand la finance la pille. Le 7 mai, je vous appelle à sortir les revenants. Parce qu'avec Emmanuel Macron, vous n'en vouliez plus aucun, vous les aurez tous. M. Macron inquiète de plus en plus de Français et c'est à juste titre. Banquier d'affaires, homme de réseau, il ne s'est jamais présenté à une élection, n'a jamais exercé aucun mandat électif, ne connaît rien à la vie de ceux dont il demande les suffrages. C'est un homme dont l'ambition ne vise pas à servir les intérêts du peuple, les intérêts des Français, mais bien ceux de l'argent. C'est un personnage que les Français découvrent peu à peu et qui révèle de surcroît un caractère inquiétant. Un caractère dominé par l'insensibilité, qui sied aux banquiers d'affaires dont le rôle consiste à dépecer des entreprises sans considération pour les emplois détruits. Mais aussi dominé par l'instabilité, l'irritation et l'agacement dont il fait preuve pendant cette campagne d'entre-deux tours, les vociférations et la violence à peine contenue qu'il donne à voir et qu'il communique d'ailleurs à ses lieutenants, ces traits de caractère témoignent de ce qu'il n'a pas les capacités à être chef de l'État et aucunement celles pour être le président qui défendra les Français. Or, les Français ont besoin plus que jamais de protection. Je serai cette présidente qui protège tous les Français, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur origine. Une présidente qui traitera avec hospitalité les étrangers qui demeurent chez nous en respectant nos lois. Ils sont nos invités. Une présidente qui protège les plus faibles, en n'oubliant pas les enfants. Comme mère
je ne peux pas me résoudre à vivre dans un pays où tous les jours, 2 enfants meurent sous les coups de leurs parents, où des enfants sont violés, où les placements abusifs sont nombreux et les placements nécessaires oubliés. Leur malheur est trop souvent passé sous silence. La pudeur face aux souffrances qui sont les leurs ne peut pas prendre le visage du déni politique. Je ne peux me résoudre non plus à voir des personnes âgées faire les poubelles pour manger ou des familles dormir dans des voitures. J'augmenterai le pouvoir d'achat des jeunes, des familles et de nos anciens en augmentant les petites retraites. On ne peut pas admettre en France, au XXIe siècle, que le minimum vieillesse ou l'allocation adulte handicapé soit inférieur au seuil de pauvreté. Et puisque nous parlons de handicap, ayons le courage de débloquer les moyens nécessaires pour enfin faire respecter les engagements pris dans le cadre de la loi de 2005 et aidons enfin les familles. À ce titre, je suis ravi d'avoir intégré dans mon projet la mesure portée par Nicolas Dupont-Aignan d'accorder une part fiscale pleine par enfant en situation de handicap. Et de développement des structures visant à accueillir nos petits et grands d'ailleurs frappés de troubles du spectre autistique, nous pouvons dire, Nicolas, que nous avons à nous deux le projet le plus ambitieux pour les personnes en situation de handicap et leurs familles. Je demanderai au gouvernement de mettre en œuvre une réforme fiscale pour baisser les impôts qui pèsent trop sur les classes moyennes, ces impôts que le candidat sortant a massivement relevés pendant le quinquennat quand la dette continuait d'exploser. Je protégerai les petites et moyennes entreprises en les rendant moins vulnérables dans la mondialisation. Je protégerai aussi l'emploi en faisant le patriotisme économique et en menant la guerre aux délocalisations. Je protégerai les salariés précarisés, notamment les femmes, en enlevant la scandaleuse loi El Khomri, cette loi que le candidat sortant a écrite. Mais je protégerai aussi notre environnement. Grand oublié de la campagne, ce sujet est pourtant fondamental quand on pense à l'avenir de la nation et de nos enfants. J'ai annoncé la création d'un grand ministère de l'environnement et de la santé, parce que les deux sujets sont intimement liés. Et que la sécurité dans les assiettes à l'air que nous respirons, notre santé dépend beaucoup de la qualité de ce que nous produisons, du soin que nous mettons à entretenir la nature et du contrôle des produits que nous importons. Sur ce sujet, osons mettre les hypocrites face à leurs contradictions. Le modèle économique imposé par la mondialisation sauvage est non seulement meurtrier pour la planète, puisqu'il pousse à produire à des dizaines de milliers de kilomètres ce qui est consommé ici, mais aussi terriblement pervers, parce que la concurrence mondiale déloyale est l'hormone de croissance de toutes les fraudes. Quand on ne peut plus tirer les prix vers le bas, la solution c'est la triche. Or, en matière alimentaire ou de médicaments, la triche, ça peut être la mort. Je protégerai notre territoire. Et pour cela, je m'appuierai sur les communes, les départements, ces niveaux d'action qui sont la proximité réelle, dont nous avons besoin pour prendre les bonnes décisions et contrôler leur respect. Je protégerai la solidarité qui existe entre les Français. Et je chercherai tous les moyens, en m'appuyant notamment sur la lutte contre la fraude, mais aussi les perspectives que nous offrent l'innovation et les progrès numériques pour renflouer la sécurité sociale, plutôt que de la voir disparaître, plutôt que de fermer des hôpitaux, plutôt que de dérembourser des médicaments. Je protégerai nos campagnes, notre agriculture et nos agriculteurs,
contre la dévastation qu'opère la mondialisation sauvage. Je suis allé tenir nombre de réunions publiques dans des petites villes et même des villages, quand Emmanuel Macron s'est souvenu qu'il existait des campagnes en France 8 jours avant le second tour. Je protégerai le maillage de notre territoire et la présence de services publics, la présence des petits commerces dans les bourgs, la vitalité économique des zones même les plus rurales. Je protégerai les Français, tout simplement. Et ils en ont fondamentalement besoin. Fondamentalement besoin au moment où pèsent sur eux des dangers majeurs. La lutte contre le terrorisme sera une priorité cardinale de mon action. Et ma main dans ce domaine ne tremblera jamais. Notre projet de lutte contre le terrorisme islamiste est clair, articulé, réfléchi, cohérent, solide, efficace. Quand M. Macron semble, lui, avoir plus réfléchi au statut de première dame qu'à son programme de lutte contre le terrorisme, dont il nous a benoîtement et avec une grande désinvolture expliqué le lendemain de l'assassinat de Xavier Jugelé qu'il n'allait pas en inventer un dans la nuit. L'insécurité au quotidien, qui pourrit la vie des Français, sera également fermement combattue. Et je protégerai aussi notre mode de vie. Notre mode de vie. Je ramènerai à 10 000 le solde migratoire pour mettre fin à une immigration dont chacun s'accorde à dire qu'elle est devenue en même temps massive et incontrôlable. Mais aussi, mes chers amis, pour que cesse de progresser dans notre pays le communautarisme et les atteintes à la laïcité. Durant le dernier quinquennat, le fondamentalisme islamiste a progressé d'une manière inouïe en France et le candidat sortant n'entend en rien s'attaquer à cela. De même qu'il n'a pas de programme contre le terrorisme, il ne propose rien contre le communautarisme. Eh oui. La réalité est qu'il compte trop sur le clientélisme pour gagner ses batailles électorales. Emmanuel Macron est soutenu par l'UOIF. Cette organisation que je veux dissoudre parce qu'elle est entre les mains des frères musulmans et que se tient en son sein des propos inacceptables. Mais ça n'est pas terminé. Il est aussi soutenu par Annie Ramadan, qui justifie la lapidation des femmes. Mais ces soutiens-là, Emmanuel Macron les assume. On le voit. Cette élection met en jeu bien plus que des projets. Autre chose que des catalogues de mesures, autre chose qu'un alignement de chiffres. Il oppose deux visions du monde. Deux philosophies et, je le crois, deux personnalités différentes. Je suis la candidate de la France qui se lève tôt, de celle qui pense au lendemain, de celle qui refuse l'insensibilité du monde de l'argent. La France qui veut préserver le patrimoine non seulement matériel, mais aussi immatériel des Français. La France qui œuvre pour être fière du pays que nous laisserons à nos enfants. Je suis la candidate d'une France rassemblée autour d'un sentiment national retrouvé et qui unira ses forces, toutes ses forces, pour faire face victorieusement à la mondialisation et à la dilution programmée. Je suis la candidate de la France qui retrouvera confiance en elle et sera jouée de ses atouts. Je rendrai à la France son indépendance en négociant avec Bruxelles le retour de nos souverainetés.
Je mènerai ce bras de fer avec d'autant plus d'énergie que Bruxelles saura qu'un référendum conclura les négociations et que c'est le peuple français, l'ensemble du peuple français, le seul souverain qui décidera. Et je vous rendrai aussi une démocratie pleine et entière, en ayant recours au référendum, en installant le référendum d'initiative populaire, en mettant en œuvre la proportionnelle pour que chacun soit représenté dans les assemblées, et puis en baissant aussi le nombre de députés et de sénateurs. Il s'agit de donner à la France un président de la République et pas un président de Conseil général. La France doit choisir un chef qui lui offre une vision d'elle-même, une conscience claire de son identité et de son rôle dans le monde. Moi, je crois que la France est une histoire, une géographie, et ce sont des atouts qu'il nous faut valoriser. L'histoire, mes chers compatriotes, ce n'est pas le passé, avec lequel on la confond trop souvent. Elle est un tout, une ligne qui parcourt les âges et les siècles. Elle est une autre dimension du temps qui inclut le passé, le présent et le futur. Pour nous, Français qui nous sentons enfants de l'une des plus anciennes et illustres nations du monde, l'histoire est l'inspiration première de tout notre projet. Notre histoire, c'est la construction lente d'un État-nation qui s'édifie sur les ruines des féodalités. Elle est notre premier commandement politique, en ce qu'elle est une continuité, une logique, un enseignement pour le temps qui vient et un guide pour le monde que nous voulons construire. Je veux que nos enfants l'apprennent pour savoir d'où ils viennent et où ils vont, pour savoir qui ils sont et combien la France peut les rendre fiers. Napoléon disait que la politique d'un État procédait de sa géographie, avec ses trois façades maritimes, la Manche et la mer du Nord qui nous relient au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous projette vers le grand large et nous parle d'aventure. La façade méditerranéenne, foyer des civilisations humaines parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Mais aussi ces trois frontières terrestres. Les Pyrénées d'abord, qui engagent la France vers cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. Nos Alpes, qui nous ouvrent vers l'Italie, notre sœur. Et au-delà, l'Europe centrale, balkanique et orientale. Et puis, il y a la frontière du Rhin, la plus ouverte, la plus prometteuse aussi, ce monde germanique avec lequel nous avons à construire tant de nouvelles coopérations, pour peu que nous retrouvions le statut d'alliés et non d'inféodés, d'asservis ou de soumis. Et puis, mes amis, il y a notre territoire maritime qui, comme notre territoire terrestre, doit être aménagé. Ce territoire en jachère, dont la conquête offre des promesses aussi fabuleuses que le furent celles de la conquête de l'espace. C'est la promesse de l'or bleu, jusqu'à présent insuffisamment exploitée, cette richesse qui nous garantit à elle seule le plus bel avenir, si du moins nous prenons la peine de la valoriser. Cela va de l'exploration scientifique à la production alimentaire, des ressources énergétiques à la puissance stratégique. Notre outre-mer sera la base de développement de cette richesse quasi infinie. Et nos compatriotes d'outre-mer auront enfin non seulement la place centrale que nous leur avons, nous patriotes, toujours accordée dans notre cœur, mais aussi une place essentielle dans cette nouvelle épopée scientifique et économique, une place d'architecte de la grandeur de la France.
Mais la France, c'est aussi un ensemble de valeurs et de principes transmis de génération en génération comme des mots de passe. C'est un art de vivre. Ce sont des codes que nous partageons entre nous. C'est une façon de penser et d'appréhender le monde. Et puis c'est une voix extraordinaire, singulière, qui parle à tous les peuples de l'univers. Tant pis pour M. Macron, qui ignore qu'il existe une culture française et un art français. Nous savons que la simple évocation de la France a pour des millions d'hommes à travers le monde une résonance particulière. Sur tous les continents, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe centrale, autour de la Méditerranée, le mot France ne désigne pas qu'un pays. C'est une lumière qui retient l'attention, c'est une direction vers laquelle les gens sensibles, cultivés ou épris de liberté se tournent. Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire qu'elle doit et peut redevenir. Jadis soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de la liberté, la France sera toujours le soldat de l'idéal, disait Clémenceau. Contrairement à ceux qui ne croient plus en la France, contrairement à mon adversaire qui se situe dans une vision post-nationale, nous voulons que la France continue de parler au monde et puisse y écrire encore et pour longtemps les belles pages de son histoire. Nous refusons la fin de la France programmée par M. Macron et ses amis mondialistes. Nous n'entendons pas laisser la France sortir de l'histoire. Si on regarde cet univers tourmenté, c'est la clé pour comprendre le monde. Nous voyons que deux idéologies totalitaires cherchent à se mettre en place autour de nous. D'un côté, le mondialisme, qui conçoit le monde comme un grand marché où l'homme n'est plus qu'un consommateur ou un producteur, où les logiques du marché régent tout, où les rapports humains doivent se réduire à des rapports marchands, où la marchandisation du monde impose sa sinistre loi. De l'autre, l'idéologie islamiste, qui cherche à asservir le monde par la terreur et par une vision religieuse nihiliste et obscurantiste. L'une et l'autre conduisent à l'asservissement des hommes. L'une et l'autre contreviennent à nos valeurs de civilisation. L'une et l'autre constituent une menace à notre identité nationale. Entre le tout économique et le tout religieux, nous ouvrons et nous traçons une voie alternative. Une voie qui procède de notre héritage culturel. Une voie qui est seule conforme à nos valeurs de civilisation. C'est-à-dire soucieuse de l'humanité de l'homme et qui nous commande de faire confiance à la raison et au libre arbitre. Cette voie, c'est celle de la culture. C'est aussi celle du doute, de la discussion, du compromis. C'est la voie de l'équilibre, de la liberté des individus et des peuples. Ce n'est rien d'autre que la voie politique. Je crois sincèrement que cette réponse, et cette réponse-là seulement, est profondément française. Qu'elle induit l'espoir d'un monde plus humain, d'une conception élevée de l'homme, d'une société plus harmonieuse et d'un monde de paix. Malraux disait: la France n'est la France que si elle porte une part de l'espérance du monde. Je le répète avec la plus grande conviction, la France n'est plus la France sans son rayonnement, sans la douce lumière qu'elle s'est dispensée sereinement au monde, dans le respect de tous les peuples et singulièrement les plus vulnérables. Elle n'est plus la France sans sa liberté, elle n'est plus la France sans le courage, elle n'est plus la France sans travailler à la paix, elle n'est plus la France sans la grandeur. À l'heure des nouvelles barbaries, l'histoire l'appelle
appelle sa culture, appelle à voir triompher sa vision du monde et de l'homme. Si notre vieille nation oublie d'être grande, alors elle n'aura plus de sens. Elle ne sera plus rien aux yeux du monde, comme elle ne sera plus rien à nos propres yeux. Et il ne lui restera plus qu'à se dissoudre dans d'incurables bassesses. Voici le choix d'aujourd'hui, mes chers amis. D'un côté, la continuité, la résignation et le délitement qui en découlera, et de l'autre, le changement, la volonté, la grandeur. Moi, je choisis ce chemin, cet espoir, cette exigence. Je choisis la lumière et la vie. Je choisis la France et sa civilisation. Dans cette élection, nous portons les étendards du redressement national. Nous portons l'espoir du retour à notre fierté, d'être un peuple souverain chez lui et au service de la paix du monde, libre, fort et indépendant. Nous allons arracher la France des mains de prétendues élites qui la confisquent, la brident, l'égarent et lui parlent toujours d'autre chose que d'elle-même. Dans les 10 ans, la France aura retrouvé son rang de grande nation. Le 7 mai approche. Il ne reste plus que quelques jours pour convaincre, pour sortir de l'hésitation les indécis, pour rappeler à ceux qui veulent que ça change d'aller voter. Alors j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre énergie pour convaincre, pour amener les électeurs patriotes aux urnes, pour leur montrer ce qu'est l'essentiel et que l'essentiel est en jeu. Le changement ne viendra que si nous nous en donnons les moyens. Renvoyons François Hollande et Emmanuel Macron dans leur salle de marché. Et choisissons ensemble la France. Nous ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons pas laisser les clés de notre pays pour 5 nouvelles années à ces hommes qui l'ont affaibli, appauvri, humilié même. Voilà le message essentiel que je veux vous livrer aujourd'hui, le 1er mai, jour où la France fête le travail. La France ne peut plus attendre. Elle compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur le peuple de France. Ce peuple fier et patriote, tout entier réuni pour choisir la France. En 1945, le général de Gaulle, qui avait conduit le pays à la victoire, proclamait une exhortation que nous pouvons faire nôtre. Regardez, au-delà des peines et des brumes du présent, un magnifique avenir s'ouvre une fois de plus devant la France. C'est à nous, ses enfants, qu'il appartient de le lui conquérir. Le 7 mai, votez pour que vive le peuple libre, pour que vive la République, pour que vive la France. Chers amis, nous allons entonner notre hymne national ensemble de tout notre cœur, en pensant à tous nos compatriotes engagés en première ligne dans la défense et la protection de notre pays. Nous pensons à nos forces armées,
à notre police, à nos pompiers, au personnel médical, aux services de l'État déployés sur notre territoire national et au-delà. C'est pour leur rendre hommage. Et parce que nous aimons notre pays, que nous voulons le meilleur pour lui. Vous venez donc de suivre le discours de Marine Le Pen en ce 1er mai, discours de 52 minutes qui se termine en ce moment comme traditionnellement.